Soyez les bienvenus dans Trajectoire. Mon invité avait créé la surprise aux dernières élections municipales à Nantes. Avec sa marinière et ses lunettes rouges, elle avait porté assez haut les idées de la gauche radicale. Depuis, son mouvement a volé en éclats, mais Margot Metcourt est de retour. Le passage de Le Pen au second tour, ça a été un peu un traumatisme dans ma famille, parce que moi, la moitié de ma famille est algérienne, l'autre française. Est-ce qu'on parlait politique à table? On gueulait politique à table. On nous le dit assez peu, en réalité, qu'on est d'extrême gauche, parce que je vois pas très bien ce que j'ai d'extrême. C'est ça qui est dur en politique. Vous finissez par être attaqué, vous, personnellement. Et c'était injuste, ça? Et on va... Bien sûr que c'est injuste. Bonjour Margot Metcourt. Bonjour. Alors, je parlais de votre fameuse marinière, vos lunettes rouges. Je vois que vous les avez plus aujourd'hui. C'était une marque de fabrique pourtant. Pourquoi vous les avez plus? Bon, parce que d'abord, il faut changer. Il ne faut pas revenir toujours aux vieilles recettes. Voilà, mais je porte toujours des lunettes. Donc ceux qui me fréquentent au quotidien le voient. Mais c'était un peu de marketing politique. En tout cas, c'était votre image. Donc c'est votre image qui a évolué aussi? L'origine de ça, c'était aussi que je ne savais pas comment m'habiller pendant la campagne. Donc il me fallait un costume de candidate. Et donc les gens qui étaient autour de moi avaient choisi la marinière. Mais au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de porter une marinière. Et puis il y a des gens qui me disaient que ça faisait assez enfantin, donc j'ai arrêté de porter une marinière. Donc voilà. C'était réfléchi. On s'est évité de faire des choix le matin en s'habillant. Exactement, c'était l'objectif principal. Mais c'était quand même réfléchi. On vous a découvert notamment en 2017 comme candidate aux législatives à Nantes pour le parti Pirate. Pas tout à fait. Alors, sur une liste du parti Pirate, mais vous n'étiez pas membre du parti Pirate à l'époque, c'était sur la circonscription de Nantes-Orvault. Mais j'avais quand même envie de vous demander, est-ce qu'à l'époque, ou même peut-être encore aujourd'hui, il y avait quelque chose en vous de pirate? Bon, par ailleurs, j'aime bien la piraterie, donc ça ne me dérange pas trop. Mais en fait, et la marinière, du coup, il y a un... Exactement. Mais en fait, ce n'était pas tout à fait ça. C'est que moi, j'ai commencé, je suis rentrée en politique en 2014-2015 et j'avais rejoint le premier engagement dans un parti politique, c'était quand j'ai rejoint Nouvelle Donne. Et très vite, j'ai quitté, mais sauf que j'avais rencontré des super camarades à Nantes et on avait décidé de créer un mouvement local qui s'appelait le mouvement du 10 novembre, à travers lequel on réfléchissait beaucoup les questions du travail, de la réduction du temps de travail, de la démocratie et de l'écologie. Et on se retrouvait sur un certain nombre d'éléments, notamment sur la démocratie avec le Parti Pirate. Mais du coup, on n'a pas embrassé le Parti Pirate et j'ai jamais été encartée, mais mon binôme était au Parti Pirate. Mais c'était une candidature locale, en fait, à l'époque, en 2017. Et c'était une opportunité. Vous êtes arrivé en politique par le militantisme, on va en parler. C'est quoi votre premier rapport au militantisme, votre premier engagement, ce qui vous a donné envie de vous battre ou de vous mobiliser, du moins? Alors, ce qui m'a donné envie de me battre, j'ai toujours été très engagée. Je pense qu'il y a eu des moments, peut-être quand j'étais enfant ou ado, qui ont été un peu des chocs et qui ont cristallisé des choses en moi. Quoi, par exemple? 2002, je pense que 2002, clairement. Donc le second tour, le second tour, voilà, le passage de Le Pen au second tour, ça a été un peu un traumatisme dans ma famille, parce que moi, la moitié de ma famille est algérienne, l'autre française depuis plusieurs générations. Et en fait, je me souviens très bien du repas du lendemain du second tour, où mon grand-père, qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, disait mais il va falloir franciser leur nom. Donc remplacer le K par un C pour Metcourt. Et avec mon frère, on était très très choqués de ça. Donc on était très très mal et on a attendu de voir notre père et on lui avait demandé mais est-ce qu'il va falloir qu'on reparte en Algérie? Ce à quoi mon père avait dit, vous n'allez pas repartir parce que vous n'y êtes jamais allé, mais au pire, ça sera très bien d'aller vivre en Algérie, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ça a aussi cristallisé un imaginaire de... En fait, il y a des gens qui ne nous aiment pas alors qu'on est né ici et qui veulent nous en faire partir, quoi. Et vous connaissez l'Algérie? Vous avez eu l'occasion d'y aller? Oui, j'y suis allée assez sur le tard finalement parce que comme beaucoup de familles, la décennie noire en Algérie dans les années 90 a éloigné beaucoup de gens du pays. Ça a été le cas pour ma famille. Et donc j'y suis allée la première fois quand j'avais 18-19 ans avec mon père, mon frère. Et après j'y suis retournée, j'ai même interrompu mes études pendant 1 an, c'était une possibilité dans mon parcours. Et je suis allée étudier à la fac de Tizi Ouzou pendant 1 an. 2002, c'est le moment où la
politique rentre aussi dans votre famille ou est-ce que vous avez toujours baigné dedans? Est-ce qu'on parlait politique à table ou est-ce que ça s'est invité, entre guillemets, à ce moment-là? On gueulait politique à table. Ouais, ça parlait quand même pas mal politique. Tout le monde se sent concerné par la politique, mais jamais personne ne s'est engagé, quoi, n'a jamais milité, ou en tout cas des personnes très éloignées, parce que j'y avais quand même voilà, un oncle qui a fait la guerre d'Algérie côté algérien, donc qui s'est engagé dans la Révolution, voilà, des gens qui sont mobilisés à certains moments de l'histoire, mais voilà, en tout cas c'était une ambiance, on en parlait, on s'est toujours senti concerné. Et plutôt à gauche? Une famille de gauche ou... Plutôt à gauche, il y a des exceptions. Mais plutôt à gauche. C'était en région parisienne, hein, je crois, que oui, vous avez grandi. Vous êtes donc arrivé à Nantes en 2011, je crois. Ensuite, cet engagement que vous avez poursuivi à Nantes, c'était un engagement d'abord associatif ou par le militantisme politique? Quand je suis arrivée à Nantes, oui, non, plutôt associatif, mais assez vite, donc j'ai rejoint Nouvelle Donne, comme je vous l'avais dit. Et après, je suis devenue vraiment une sorte de militante de l'éducation populaire, quoi, de comment est-ce qu'on se réapproprie la chose politique. Donc on organisait plein de débats dans des cafés, notamment, autour de plein de thématiques. Et c'est comme ça qu'on a rencontré plein de gens et qu'à travers ce débat, le débat aussi, ça politisait les gens et ça permettait de rentrer au fur et à mesure dans le militantisme. Alors j'ai lu quelque chose d'intéressant, en tout cas d'original dans votre parcours. Vous avez fait Audencia. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Audencia, c'est une école de commerce nantaise assez prestigieuse. On peut dire libérale, une grande école de commerce. C'est quoi votre souvenir d'Audencia? C'est facile d'être de gauche quand on est étudiant à Audencia? Honnêtement, je pense que parmi toutes les écoles de commerce, c'est à Audencia que c'est peut-être le plus facile d'être de gauche. Dans ma promo, il y avait une fille que j'ai croisée qui vit à la ZAD maintenant. Comme quoi, il y a un peu tous les parcours possibles. Vous étiez à l'aise dans cet environnement? Oui et non, parce que déjà, oui et non. Quand on arrive, il y a plein de cours qu'on trouve un peu bullshit, on peut dire. Mais je pense que ça, c'est toutes les personnes qui ont fait une école de commerce. Bullshit, c'est un mot d'école de commerce aussi. En tout cas, c'est vrai. Je veux dire, voilà, on comprend pas trop. Jobs, tout ça. Bon, en tout cas, oui, des choses qui paraissent un peu basiques ou hors sol qu'on nous apprend. Mais il y avait aussi des bonnes surprises, puisque Audencia, ça restait un endroit où il y avait plein de débats. Mais en tout cas, ça m'a appris. Je suis rentrée dans le monde du travail, j'ai découvert les métiers du conseil, de l'entreprise, etc. Ça m'a aussi montré ce que je voulais pas faire dans ma vie. Et ça m'a permis aussi d'avoir une critique élaborée aussi du monde du travail tel qu'il existe aujourd'hui. Et jusqu'à quel point est-ce qu'on peut être anticapitaliste, par exemple, et être à Audencia? D'ailleurs, je ne sais pas si vous définissez vous-même comme anticapitaliste, mais... En tout cas, je pense qu'il faut rompre avec le système actuel, et en particulier sur le libéralisme, on pense que le marché va pouvoir tout réguler. Oui, à quel point est-ce qu'on peut l'être? Après, vous restez libre de vos opinions, mais... on peut. En tout cas, ça m'a permis, moi, de baser ma critique sur des choses que j'avais vécues et apprises dans cette école. Et vous dites donc ça m'a servi à savoir ce que je ne voulais pas faire et peut-être ce que vous vouliez faire aussi. J'ai lu, en tout cas, vous dites que vous êtes la seule candidate aujourd'hui à Nantes qui ne vit pas de la politique. Vous vivez de quoi aujourd'hui alors? Aujourd'hui, je suis salariée d'une fondation politique. Voilà, donc je travaille à mi-temps dans cette fondation. On va revenir sur la création de Nantes en commun, qui était le collectif qui vous a permis d'accéder, en tout cas de concourir au précédent scrutin municipal. Nantes en commun, c'est quoi pour vous la définition de commun et qu'est-ce que ça veut dire en politique? Pour moi, la définition de commun, c'est de... Déjà, se réapproprier quelque chose ensemble et d'avoir un pouvoir collectif dessus. Nous, on avait parlé de commun, d'ailleurs, c'était .e.s. Donc, c'était aussi de dire, on veut faire de Nantes notre commune, un endroit qui nous appartient, qu'on peut se réapproprier, sur lequel on a un pouvoir de décision. Et aussi de créer des communs, c'est-à-dire des objets, notamment, sur lesquels on pourra décider ensemble de son avenir, par exemple. Par exemple? Parce que je crois que vous avez eu des expérimentations très concrètes.
Oui, on avait eu des expérimentations sur un café. Qu'on tient toujours, un café qui est un commun. Donc, les personnes qui en prennent soin décident aussi de comment évolue ce lieu. Mais pour nous, c'est aussi des institutions populaires, des endroits qui sont ouverts sur le public, qui sont accueillants et qui permettent vraiment de politiser aussi les gens au fur et à mesure. Alors, l'idée, évidemment, est belle. On peut quand même la trouver un peu idéaliste ou utopique. C'est quoi la part... très compliqué aujourd'hui. J'imagine, vous allez nous l'expliquer, mais c'est quoi la part d'utopie là-dedans? Est-ce qu'on peut vraiment faire de la politique comme ça aujourd'hui? Ou est-ce qu'avec le recul, vous vous dites c'est quand même compliqué à mettre en place? En fait, le problème, c'est que quand on dit des choses comme ça, on a l'impression qu'on va avoir une forme d'horizontalité absolument parfaite et que tout le monde pourrait avoir un pouvoir égal sur les choses. Ou qu'en démocratie, tout le monde doit avoir exactement le même pouvoir, voilà, une horizontalité. Ça, je trouve que c'est la part d'idéalisme. En réalité, c'est pas ça, à mon avis, c'est même pas ça la démocratie. La démocratie, c'est déjà de faire en sorte que les gens se sentent concernés par la chose et qu'on sorte d'une posture dans laquelle aujourd'hui on est de plus en plus acculé, celle de consommateur. Aujourd'hui, on est soit des consommateurs, soit des producteurs de quelque chose. Donc on attend toujours quelque chose de quelqu'un d'autre. Comment est-ce qu'on arrive à reprendre la main sur nos destins communs, mais après, en assumant qu'il y ait des inégalités aussi entre les gens. Il y a des personnes qui vont être plus investies sur certaines choses dans un collectif, et donc c'est normal, elles ont plus de légitimité sur les décisions quant à l'avenir de cet objet, par exemple. Cette expérience de politique en collectif, elle a été aussi douloureuse. En tout cas, elle s'est mal terminée pour Nantes en commun. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous expliquer, nous résumer ce qui s'est passé? Pourquoi Nantes en commun a implosé? Je crois que c'était en 2024. Il y a eu pas mal de conflits en fait autour de Nantes en commun. Je pense que c'est un peu compliqué d'expliquer vraiment parce qu'il y a un mélange entre des conflits personnels et des conflits aussi politiques. Et en fait, il faut réussir à chercher, à trouver les raisons du conflit. Et je pense qu'en l'occurrence, c'était aussi des visions du monde ou des visions de faire de la politique ensemble qui s'affrontaient. Nantes en commun, c'était un projet politique un peu global, c'est-à-dire de dire on fait de la politique, c'est-à-dire qu'on va se saisir du levier institutionnel, de dire oui, participer à des élections, c'est utile, ce sont des leviers parce que les institutions ont déjà un poids énorme, des financements, énormément d'agents, ça avait marché, des vous lieux, avez fait près de 9% et ça avait marché, en 2020. voilà. Mais de se dire qu'on ne peut pas se contenter de faire ça, il faut continuer à mener la bataille, notamment la bataille culturelle, en menant des luttes, c'est ce que j'ai fait, en menant la lutte avec la CGT-CHU sur le CHU, des luttes contre l'artificialisation, des batailles pour la dignité, l'égale dignité des personnes, et aussi de créer des choses concrètes et matérielles. Et vous savez qu'on vous a aussi reproché des choses très personnelles dans cette affaire, une gestion trop verticale du pouvoir. Reproche qu'on a fait aussi à votre compagnon Clément Barilla, qui fait aussi partie du mouvement. Est-ce qu'il y a eu un examen, une autocritique de votre part sur votre rapport au pouvoir et votre rapport à la hiérarchie dans ce collectif qui se voulait très horizontal? Je pense que si vous voulez venir voir comment on fonctionne, ou comment fonctionnait en ce commun, ou comment on fonctionne aujourd'hui, je pense que vous n'aurez jamais une expérience de démocratie comme celle-ci. Maintenant, quand on a des visions politiques qui s'affrontent, des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, que aussi vous êtes dans un mouvement qui prend beaucoup d'ampleur au fur et à mesure, parce qu'on accueille toujours plus de personnes, surtout après le Covid. Et puis il y a eu des paliers où en fait on a accueilli beaucoup de gens. Et finalement vous finissez, et c'est ça qui est dur en politique, vous finissez par être attaqué vous personnellement. Et c'était injuste ça? Et bien sûr que c'est injuste. On va chercher des éléments de votre vie privée, comme vous le faites, des éléments de votre vie privée pour vous attaquer personnellement. C'était une vie qui était aussi très publique, facile. Parce que Clément Barilla, il avait des fonctions dans Nantes en commun. Oui, bien sûr, mais c'est très facile en fait vous savez, si vous voulez discréditer quelqu'un, vous dites que c'est une personne trop verticale. Il y a eu des accusations graves de violences sexistes, par exemple. Ça, vous vous inscrivez en faux par rapport à ce qui s'est passé, ou est-ce que ça fait partie des choses qui ont été discutées et
en interne et comment vous avez géré ça? Il y a eu des discussions, c'est-à-dire que c'est moi-même qui ai initié une médiation collective pour mettre les choses à plat, pour voir ce qui était de l'ordre du conflit, pour remettre les faits aussi, et pour juger ensemble de la situation. Donc il y a des choses qui ont été reconnues, qui ont fait l'objet Ces violences, par exemple, de elles ont été discussions. reconnues? Ça dépend de quelle violence on parle, mais il se trouve qu'il y a eu une dispute avec des mots forts qui ont été échangés. Oui, ça a été reconnu dès le départ, donc là-dessus, pas de problème. Il n'y a pas besoin, mais toute la question après, c'est si des gens veulent attiser les tensions, ils les extrapolent, ils les transforment, ils jettent le discrédit. Et je pense que c'est important, en fait, dans un mouvement politique ou dans une organisation, on doit pouvoir aussi gérer les choses en interne de façon concertée et intelligente pour essayer de trouver des issues. Après, quand les gens n'ont pas envie, pour des raisons politiques ou alors de carrière personnelle, c'est leur problème. C'est leur problème, mais pour vous, ça vous a coûté cher, entre guillemets, politiquement, cette séquence-là. D'abord, comment vous l'avez vécu? Et ensuite, est-ce qu'il y a une forme de traversée du désert quand on fonde un collectif qui s'effondre du jour au lendemain? Bon, déjà, l'effondrement du jour au lendemain, tout est relatif. Sinon, c'est un point de vue extérieur. Sinon, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui, avec la capacité de formuler des idées, d'organiser des choses, etc. Donc je pense que l'effondrement, il est très relatif. Mais oui, moi, ça m'a coûté très cher. Ça m'a coûté un harcèlement qui dure depuis 2 ans, avec des mails anonymes envoyés à votre employeur, votre direction, tous vos collègues de travail. Des mails anonymes envoyés dès que vous faites un déplacement chez des partenaires politiques ou professionnels, des gens qui envoient des mails anonymes. En fait, ce sont des méthodes qui sont hallucinantes. Et donc c'est de ça dont on parle. Donc des gens qui vous attaquent personnellement et qui font des choses qui sont hors cadre et qui sont de l'ordre du harcèlement. Et ça, c'est pas acceptable. Et pourtant, vous y retournez, Margot Metcourt, donc avec un nouveau collectif qui s'appelle plus Nantes en commun, mais Nantes populaire. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y retourner après ce bilan qu'on vient de faire? La principale raison, c'est que déjà, il y a beaucoup de gens qui sont venus me chercher et qui disaient non, mais c'est très bien ce que tu as pu faire en 2020 et même après, parce qu'en fait, je me suis battue avec plein de camarades sur plein de luttes, on a fait bouger plein de lignes, on a obtenu des victoires. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé aussi de repartir, de recommencer. Et l'envie, c'est aussi de se dire, on est dans une époque absolument charnière, de plein de basculements, parce que on s'appauvrit toujours de plus en plus. On ne peut même plus parler de crise économique, on en parle depuis que je suis née. Donc il y a toujours cette colère. Oui, bien sûr. Et puis, il y a une extrême droite qui est au pouvoir, et tous les constats qu'on faisait en 2020 et sur lesquels j'alertais, ils sont encore là. On a une extrême droite qui est qu'on est à un moment de bascule, je veux dire, une extrême droite qui est très puissante et qui risque d'accéder au pouvoir. Et l'objectif politique, on sent la militante derrière. Vous avez frôlé donc en 2020 l'entrée au conseil municipal, en tout cas la barre des 10% pour vous maintenir au second tour. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? Est-ce que c'est de dire ça permet de mettre la pression à gauche à Johanna Rolland, ou alors, parce que j'ai envie de dire, vous pensez un jour être maire de Nantes sincèrement, ou est-ce que l'objectif n'est pas là? Si, je pense que l'objectif, il est là. Il est à un moment de gagner. Je pense que quand on a affaire à une mairie au pouvoir, un pouvoir politique qui est là depuis si longtemps, c'est très compliqué. Et donc, il y a une bataille à mener aussi sur le temps long. Et donc, je pense que on avait fait un premier travail en 2020, on a continué après. Aujourd'hui, on revient avec de nouvelles idées, même s'il y a une forme de continuité dans les constats. Et l'idée là, c'est d'aller plus loin qu'en 2020 et de continuer à construire une alternative politique qui sera de plus en plus crédible, qui ralliera aussi des pans de la société nantaise de plus en plus importants. En 2020, vous étiez allié avec les Insoumis. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi? On a l'impression, en lisant vos programmes, que vous êtes extrêmement proches sur le spectre politique. C'est pas un peu dommage d'y aller séparément? Qu'est-ce que vous expliquez à vos électeurs?
Ce qui est sûr, c'est qu'en 2020, la France insoumise avait plutôt nationalement une stratégie de soutenir des mouvements habitants, citoyens, etc. Aujourd'hui, ils ont complètement changé de ligne. Il y a plutôt une volonté d'y aller de façon autonome. Moi, plutôt, je le regrette. Je pense que c'est même pas forcément cohérent avec la stratégie globale de la France insoumise, mais c'est leur choix. Là, voilà, c'est leur choix assumé. Je peux pas changer leur choix. On a plutôt été ouvert à la discussion. On l'a essayé de la provoquer quelquefois. Vous êtes devenus rivaux aujourd'hui avec la France insoumise ? Non, on n'est pas rivaux, mais je pense que par contre, vous dites qu'on a des programmes proches, on n'a pas tout à fait les mêmes programmes, on n'a pas non plus les mêmes profils, c'est-à-dire que voilà, nous on fait un travail d'ancrage sur le temps long, un ancrage local, dans les luttes locales, d'avoir initié aussi un certain nombre de luttes locales par le passé. On a des militants associatifs, voilà, on a un tissu très nantais qui... Et un électorat qui est assez proche. J'ai suivi en reportage une de vos équipes l'autre jour qui faisait du collage et qui, face à une affiche de la France insoumise, voilà, s'est dit bon, on ne va pas coller par-dessus alors qu'on pourrait le faire pour d'autres candidats. On voit bien qu'il y a quand même une proximité entre ces deux mouvements, qui est une proximité idéologique. Oui, il y a une forme de proximité. En tout cas, c'est sûr que ce ne sont pas nos ennemis. On dit aujourd'hui, depuis la décision du ministère de l'Intérieur de classifier la France insoumise comme un parti d'extrême gauche, c'est le terme aujourd'hui officiel du ministère de l'Intérieur. Est-ce que cette classification, elle vous choque et à quel moment on devient extrême, notamment quand on est dans la gauche radicale ? Ça n'a aucun sens, cette classification d'extrême gauche. Vous ne sentez pas d'extrême gauche, par exemple, personnellement ? Non. Et puis, alors, si vous allez les demander à des militants et des militantes d'extrême gauche, ils vont dire qu'on n'est pas du tout d'extrême gauche. Et pour eux, ce serait presque une insulte. Voilà, parce qu'il y a... aujourd'hui, ceux qui sont qualifiés d'extrême gauche, c'est plutôt le NPA, lutte ouvrière, et c'est plutôt des positionnements qui sont revendiqués et assumés. Donc on ne se reconnaît pas là-dedans. Je ne comprends pas très bien. Là, il y a une stratégie quand même du gouvernement globalement de faire glisser le spectre de plus en plus sur la droite et d'essayer de disqualifier une partie de la gauche. Voilà, je trouve qu'il faut combattre ça en fait au quotidien. Ça fait partie du combat actuel. Vous, quand on vous dit, parce que ça doit arriver quand même que vous êtes d'extrême gauche, qu'est-ce que ça vous fait ? On nous le dit assez peu en réalité qu'on est d'extrême gauche, parce que je vois pas très bien ce que j'ai d'extrême dans les constats qu'on fait quand on dit qu'à Nantes les loyers coûtent trop cher, que le modèle de développement de Nantes ça ne va pas parce que les gens ils sont exclus de cette ville, parce que la vie nantaise y est trop chère. On n'est pas on ne dit pas des choses qui sont hors sol, et plutôt j'ai l'impression que les constats qu'on fait et les propositions ont énormément d'écho. Donc il y a très peu de gens qui nous disent vous êtes l'extrême gauche, honnêtement. Alors vous l'avez noté, dans cette campagne, il y a eu un point de bascule, notamment sur cette question-là. C'est ce drame à Lyon avec la mort de Quentin, ce militant identitaire. Alors je précise qu'au moment où on enregistre cette émission, c'est 5 jours après le drame. L'enquête n'en est qu'à ses débuts. L'idée ici n'est évidemment pas de commenter ce qui s'est passé à Lyon. Mais je voulais vous interroger sur votre sentiment par rapport à la place que peut occuper la violence dans une partie de la gauche radicale. Ça fait partie du répertoire d'action d'une partie des militants de la gauche, certains que vous pouvez fréquenter, j'imagine, en manifestation ou régulièrement dans vos combats militants. Quel est votre rapport à vous, à cette violence-là, d'une partie des militantes de gauche ? Déjà, un mot sur la mort de Quentin. Effectivement, aujourd'hui, on attend l'enquête. Moi, je suis extrêmement prudente parce qu'on a déjà des récits très contradictoires. Ce qui est sûr, c'est qu'on parle de la mort d'un homme et que dans tous les cas, la mort d'une personne, c'est dramatique, c'est tragique et qu'on pense, en tout cas, je pense à sa famille, ça, c'est clair. Sur l'usage de la violence en politique, moi, ça ne fait pas partie de mes stratégies et je pense que l'analyse, mais qui est assez partagée, c'est que quand on doit en passer par la violence politique,
échec, ça veut dire qu'il y a eu un échec sur tous les autres leviers. Maintenant, on ne va pas se mentir. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui deviennent antifascistes? C'est parce qu'eux-mêmes ont été confrontés à de la violence politique. Vous considérez antifasciste, par exemple? Pour tenir un lieu, par exemple à Nantes, qui est identifié comme un lieu militant, eh ben, on a été plusieurs fois confrontés à de la violence. C'est-à-dire il y a des intimidations, il y a des militants d'extrême droite, des militants fascistes même, qui viennent, qui se prennent en photo cagoulés, qui mettent des stickers dans les toilettes pour dire on vous connaît, on vous a repéré et on est venu dans votre bar. Il y en a qui sont venus aussi de façon provocatrice, violente. Voilà, donc on a eu, tout ça. Et ben, en fait, du coup, il y a un moment où l'intimidation physique, vous pouvez juste dire on ne répond pas, mais moi je comprends qu'il y ait des gens qui répondent aussi en autodéfense. Par rapport à cette violence-là. La France Insoumise dit qu'elle soutient l'autodéfense citoyenne, par exemple. Est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que parfois répondre à la violence par la violence, quand c'est de l'autodéfense citoyenne, c'est quelque chose qui peut être justifié? Quand on n'a pas le choix de le faire et qu'il faut se défendre, oui, je pense. L'origine, quand même, les premiers mouvements antifascistes, c'était dans les quartiers populaires, quand il y avait des skinheads qui faisaient des ratonnades. Et ben, du coup, pour se défendre, des gens de quartiers populaires ont formé des groupes pour pouvoir répondre à cette violence. Parce que sinon, ça veut dire soit ils se faisaient frapper, soit parfois ils étaient tués. Et si on regarde sur ces dernières années, 90% des personnes qui ont été tuées par de la violence politique ont été tuées par des militants d'extrême droite. Donc c'est une violence qui est réelle, qui est concrète. À Nantes, on a eu plusieurs attaques ces dernières années. Il y a l'année dernière, il y a peut-être 2 ans, il y a un militant dans le Nord, je ne sais même pas s'il était militant, mais une personne engagée dans le Nord qui a été tuée par un militant d'extrême droite. Il y a des attaques auprès de femmes qui portent le voile ou qui sont des gens qui sont identifiés comme musulmans, Il faut etc. être antifa pour vous. Aujourd'hui, vous vous considérez comme ça? Est-ce que c'est un... Je me considère comme ça. En fait, je suis antifasciste dans le sens où je suis une militante qui milite contre le fascisme. Oui, le problème, c'est que vous voyez bien que l'usage qui est fait aujourd'hui, on a l'impression que si vous dites que vous êtes antifasciste, ça veut dire que vous êtes antifa, ça veut dire que vous êtes pour la violence politique, ça veut dire que en fait, on est presque en train de faire un miroir où en fait, on est en train de dire aux militants antifa, vous êtes les nouveaux skinheads. Mais c'est un contresens historique total. Je redis, je ne suis pas pour la violence en politique. C'est pas mon mode d'action. Ça se voit quand même, je pense, sur les dernières années, sur ce que j'ai pu faire. Maintenant, je ne vais jamais disqualifier des gens qui ont été, en fait, eux, pour leur engagement, qui ont été une cible physique, comme nous, on peut l'être à certains moments sur le lieu, voilà, qui ont été une cible physique, et de dire ils devraient être des Jésus-Christ et tendre l'autre joue. Je vous pose la question aussi parce que vous avez travaillé, et je crois que vous travaillez encore, sur la montée du Rassemblement national en Loire-Atlantique comme objet d'étude et de recherche. Pourquoi cet engagement intellectuel-là? Quelle est votre motivation? Est-ce que c'est parce qu'il y a une peur chez vous de l'arrivée de l'extrême droite, y compris localement en Loire-Atlantique? Qu'est-ce qui a motivé ce travail de recherche? D'abord, la dissolution de 2024, les résultats aux européennes de 2024 et la dissolution qui s'en est suivie. Moi, j'ai décidé d'aller militer plutôt notamment dans la 6e circonscription de Loire-Atlantique qui va du Castelbriantais jusqu'à Ancenis parce qu'il y avait un risque potentiel de bascule à l'extrême droite. Quand on a regardé les scores qu'a fait le RN entre 2022 et 2024, le nombre de voix a été multiplié par 3, quasiment. Jusqu'ici, tout l'ouest de la France était plutôt épargné, c'était plutôt une région de résistance à l'extrême droite. Et là, on voit une bascule qui est en cours. Et comment il fallait... vous le vivez? Moi, plutôt, ça m'inquiète énormément. Donc, je me demande, j'ai besoin, en tout cas, de comprendre intellectuellement qu'est-ce qui motive les gens à voter RN. Est-ce que c'est juste un vote anti-Macron ou qu'est-ce qui, dans leur quotidien,
Vous voyez, parce qu'on peut dire c'est CNews, c'est BFM, je sais pas quoi, c'est CNews qui diffuse des idées extrême droite, ça rentre dans la tête des gens et après ils votent. Non, moi je crois pas que ça se passe comme ça. À mon avis, il y a un prisme local, il y a ce qu'on vit au quotidien concrètement. Et donc moi j'avais besoin de comprendre comment les gens voient leur quotidien, quelles ont été les évolutions sur le territoire, voilà, et quel lien ils font entre ce qui est... Je les comprendre, oui, ça veut dire, oui, je comprends en partie ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que je vois bien la concurrence, notamment, qui est faite au travail entre les gens. C'est terrifiant, en fait. On est en concurrence les uns avec les autres parce que des statuts différents, parce que je pense que voilà, les gens, quand ils voient, on fait venir beaucoup de travailleurs immigrés sur le territoire, le problème, c'est qu'il n'y a pas de rencontre. En fait, il n'y a pas de lieu de rencontre entre les gens. Il y a une sorte de division raciale, raciste du travail en Loire-Atlantique et il n'y a pas d'espace de rencontre. Donc les gens, s'ils entendent en permanence des choses sur BFM TV et que d'un coup, on est à Machecoul et il y a une communauté marocaine et une communauté sénégalaise qui arrivent, mais qu'on n'arrive pas à vraiment échanger et passer la barrière du fantasme ou du stéréotype, eh ben, je pense qu'on fait augmenter en fait des sentiments de peur. Et je ne dis pas, ça ne justifie en rien, mais par contre, on peut essayer de comprendre matériellement ce qui s'est joué dans ces territoires et voir du coup ce qu'on peut mettre en place pour rebasculer dans l'autre sens. Surtout des territoires ruraux, pour le moment, c'est surtout dans les campagnes que les idées du Rassemblement national s'imposent, en tout cas chez nous. Dans les villes, c'est moins le cas. Le Rassemblement national a fait à peine plus de 4% aux dernières municipales à Nantes. Pourtant, c'est à Nantes que vous vous engagez. En quoi ce combat-là, il est pertinent dans le centre-ville, qu'on peut penser un peu bobo, acquis, aux idées progressistes, ou en tout cas les idées de la gauche, notamment, qui est au pouvoir. Eh ben, c'est le lien, en fait. C'est en quoi la politique métropolitaine a un impact sur le quotidien de toute l'aire d'attraction nantaise, donc quasiment sur tout le département, et quelles évolutions elle met en place, qui a un impact après sur le vote RN. Tout à l'heure, je disais, il y a de la concurrence entre les travailleurs, mais il y a aussi de la concurrence sur le logement, en fait. Quand on ne peut plus vivre là où on a grandi, parce qu'on n'a pas les moyens d'y vivre, parce que le logement est trop cher, la vie est trop chère, et qu'on se retrouve posé quelque part dans le périurbain ou la campagne, et qu'après on est obligé de venir à Nantes, mais qu'on passe 4 jours... Ça, vous ne l'avez pas forcément vécu, vous, personnellement? Non, mais par contre, c'est qu'il y a un lien entre... la politique métropolitaine joue énormément joue sa part là-dedans. Vous comprenez cette réalité, même si vous êtes issu du centre-ville et d'une certaine réalité, vous comprenez, notamment à travers ce travail. Mais bien sûr, mais parce que il y a aussi des gens que je connais, que je fréquente, qui vivent ça au quotidien. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on fait en sorte de reprendre les manettes de la politique métropolitaine, donc déjà à Nantes, puis de Nantes Métropole, et qu'on change radicalement de politique, pour pas que les gens soient dans une concurrence les uns vers les autres sur le logement, qu'ils ne soient pas obligés d'habiter hyper loin, ou alors qu'ils aient des solutions de transport collectif qui fait que c'est vivable et qu'ils vivent mieux. Voilà, c'est tout ça, en fait, qui se joue derrière. Être maire de Nantes, c'est se préoccuper du million de personnes qui dépendent de la vie nantaise. Et face à ce constat, c'est un peu ma dernière question, mais est-ce que vous êtes confiante dans l'avenir? Est-ce que vous vous engagez dans un combat politique sans vous dire c'est un peu perdu d'avance? Comment vous regardez l'avenir? Avec positivisme ou pas? On est obligé. Après, c'est sûr que le climat politique actuel est quand même morose. Je veux dire, je vois bien les gens autour de moi sont plutôt assez défaitistes. Ils ont plutôt peur de ce qui peut se passer dès 2027. Et la raison de mon engagement aussi localement, c'est qu'on doit recréer des endroits, des lieux refuges, des lieux où on va inventer autre chose, parce qu'on va en avoir besoin. Parce que même si la vague très négative qui nous arrive dessus va peut-être nous arriver dessus, en fait, la vie cette vague? Si, mais la vie va continuer. Et donc, le combat va continuer.
Et on doit s'appuyer, on doit avoir beaucoup plus de liens de solidarité entre nous et avoir des flammes de positivité et de joie. Et moi, je vois que déjà m'engager, moi, ça m'apporte ça. Et je vois qu'autour de moi, quand on reprend la main sur son quotidien et notamment à travers un engagement, c'est ça qui construit l'optimisme. Et sortir de cette résignation-là, c'est le premier pas. Je voulais vous montrer, pour terminer, une photo d'une candidate à la mairie de Nantes, que vous connaissez bien, c'est vous. Donc là, on a retrouvé la marinière. C'est la photo officielle que vous nous avez envoyée pour cette campagne, en tout cas, que vos équipes nous ont envoyée. Ouais. J'avais envie de vous demander, à vous, la femme derrière la femme politique, ce que vous avez envie de dire à cette candidate-là. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire à vous-même, candidate, quand vous vous regardez là? Continuez. En avant, la tête haute. Merci beaucoup, Margot Metcourt. Merci à vous.